Le chat brésilien de Sir Arthur Conan Doyle. Il est bien pénible pour un jeune homme de posséder des goûts de luxe, de grandes espérances, des aristocraties dans sa famille, mais de ne pas avoir un sou en poche ni de métier lui permettant de gagner de l'argent. Or mon père, brave homme insouciant, avait une telle confiance dans la richesse et la bienveillance de Lord Southerton, son frère aîné, qui était célibataire, qu'il s'était mis dans la tête que moi, son fils unique, je n'aurais jamais besoin de travailler pour vivre. Il s'était imaginé qu'à défaut d'une vacance pour moi dans les conseils d'administration des affaires Southerton, il me serait offert un poste dans les services diplomatiques qui demeurent encore l'apanage de nos classes privilégiées. Il mourut trop tôt pour mesurer toute l'inexactitude de ses calculs. Ni mon oncle, ni l'État ne se soucièrent de moi le moins du monde. De temps à autre, une paire de faisans ou un panier de lièvres, voilà tout ce qui me parvenait pour me rappeler que j'hériterais d'Otwell House, l'un des plus riches domaines de l'Angleterre. J'étais célibataire, j'habitais Londres, j'occupais un appartement dans Grosvenor Mansion et je passais mes journées au tir aux pigeons et au polo de Hurlingham. De mois en mois, mes difficultés financières s'accumulaient, la ruine me guettait. Chaque jour, elle se dessinait plus claire et plus nette. Elle s'annonçait absolument inévitable. Je ressentais d'autant plus ma pauvreté que, sans parler de l'immense richesse de Lord Southerton, l'aisance régnait dans toute ma famille. Après mon oncle, mon plus proche parent était Edward King, neveu de mon père et cousin germain à moi, qui avait mené une vie aventureuse au Brésil et qui venait de regagner l'Angleterre pour jouir de sa fortune. Nous n'avions jamais su comment il avait gagné son argent, mais il devait en avoir beaucoup, car il acheta dès son arrivée la propriété des Greylands, près de Clipton-on-the-Marsh, dans le Suffolk. Pendant sa première année en Angleterre, il ne s'intéressa pas à moi davantage que mon pingre d'oncle. Et puis, un certain matin d'été, je reçus une lettre me demandant de descendre le jour même à Greylands Court pour un petit séjour. Comme je prévoyais ma prochaine banqueroute, cette invitation me parut l'œuvre de la Providence en personne. Si seulement je nouais de bonnes relations avec ce cousin inconnu, je lui soutirerais bien quelque chose. Pour l'honneur de la famille, il ne me laisserait pas tomber. J'ordonnai donc à mon valet de chambre de préparer ma valise, et je partis dans l'après-midi pour Clipton-on-the-Marsh. Après avoir changé à Ipswich pour prendre un petit train d'intérêt local, je descendis à une gare minuscule, déserte, située au milieu de pâturages accidentés, avec une rivière paresseuse qui serpentait dans un dédale de vallée entre des berges hautes et enduites de vases. La marée faisait sentir ses effets jusque-là. Aucune voiture ne m'attendait. Je découvris ultérieurement que mon télégramme avait été retardé. J'en louai donc une à l'auberge de l'endroit. Sur la route, le cocher, un brave type, ne cessa de me chanter les louanges de mon cousin, et j'appris ainsi que M. Edward King était déjà devenu une puissance dans le pays. Il avait organisé une fête pour les enfants des écoles, ouvert son domaine aux visiteurs, versé de l'argent aux œuvres de charité. Bref, mon cocher ne s'expliquait sa générosité universelle que par l'hypothèse qu'il voulait être élu député. Mon attention se trouva détournée de ce panégyrique par l'apparition d'un très bel oiseau qui s'était perché sur un poteau télégraphique à côté de la route. Au premier coup d'œil, je crus que c'était un geai, mais il était plus gros et son plumage plus clair. Le cocher m'expliqua qu'il appartenait à mon cousin dont une manie était l'acclimatation d'animaux étrangers. Il avait ramené du Brésil des oiseaux et diverses bêtes qu'il s'efforçait d'élever en Angleterre. Une
Sample complete. Ready to continue?